We all prefer things a certain way, like groceries. If you want groceries just how you like them, you gotta try Instacart. They have a new preference picker that lets you pick how ripe or unripe you want your bananas. Shoppers can see your preferences up front, helping guide their choices. Because when it comes to groceries, the details matter. Instacart. Get groceries just how you like. Tonight's meal, tilapia surprise with boiled cabbage. Begin cooking steps 1 through 50 now. Are you kidding me? Making dinner shouldn't feel like doing a 1,000-piece puzzle. With Blue Apron's new one-pan assemble and bake meals, the hard part's already done. Pre-chopped ingredients, zero stress. Just assemble, bake, and enjoy. No complicated steps, no mountain of dishes. Try Assemble and Bake today. Get 20% off your first 2 orders with code APRON20. Terms and conditions apply. Visit blueapron.com/terms for more. We need to keep kids safe online, but some special interests are sending policymakers in the wrong direction, pushing the so-called App Store Accountability Act, demanding government ID from all users just to download an app, replacing parents' judgment with government mandates. It doesn't even stand up in court. A better bipartisan bill, the Parents Over Platforms Act, would put parents in the driver's seat, empowering parents and businesses to keep kids safe without drowning all of us in red tape. Tell Congress to get it done right and put parents over platforms. Paid for by ACT, the App Association. Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast La Pointe. Je suis Christophe Augier, je suis en compagnie de Frédéric Durand. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Salut à tous les passionnés du bonnet de bain et de la balle jaune. Vous écoutez le 76e épisode de La Pointe et le 33e épisode de la saison 2. Aujourd'hui, on va pas se mentir, l'ambiance était électrique dans les bassins européens et on a du lourd, du très lourd à vous raconter. Au programme de ce numéro explosif, Marseille qui s'impose en Italie. On revient sur ce match contre Savone qu'on peut qualifier que de sale, accrochez-vous bien, 47 fautes graves, un arbitrage dépassé et un Marseille qui finit le match littéralement décimé, mais victorieux grâce à un Hugo Crouzilla en mode patron avec 5 buts. Est-ce encore du water-polo ou un sport de combat ? On en débat. Eurocup masculine, entre la démonstration de force de Sabadell et les options sérieuses prises par le Jadran Split et Radnicki à l'extérieur, on analyse qui a déjà un pied en quart de finale. Le choc des mondes chez les féminines, malheureusement la marche était trop haute pour Lille et Nancy. Face aux ogres hollandais et italiens, le constat est sans appel, il reste encore un monde à franchir pour nos clubs français. Enfin, championnat élite, on fait le point sur la domination insolente de Marseille face à 7 et sur la course effrénée à la 4e place du play-off qui fait rage entre Nice, Montpellier, 7 et Taverny. Installez-vous confortablement, car entre analyse tactique, coup de gueule et pronostics pour les matchs retour, on vous promet un épisode qui va faire des vagues. Et juste avant de commencer, pense à t'abonner, ça ne prend que 2 secondes. T'abonner, ça nous aide beaucoup parce que plus on est nombreux, plus le podcast sera connu et plus nous pourrons le développer. Donc abonne-toi dès à présent sur YouTube, Spotify, Deezer ou Apple Podcast et n'hésite pas aussi à mettre 5 étoiles sur la plateforme. Tu peux nous écouter comme ça sur la route, en allant au boulot, en faisant du sport ou juste avant l'entraînement. Allez, c'est parti. Ravi de vous retrouver pour ce 76e épisode du podcast La Pointe avec une belle actualité, notamment en Europe Cup, que ce soit masculin ou féminin, mais on va plutôt, malheureusement, pour les filles, se concentrer sur l'Eurocup masculine. Pour attaquer ces 8e de finale de l'Eurocup, on attaque avec Panathinaikos Jadran Erkseghnovi, donc les Grecs contre les Monténégrins, et victoire à domicile de Panathinaikos, 11-10. Donc le Jadran Erkseghnovi, rappelons que cette équipe était reversée de la Champions League, et on le verra par la suite, c'est la seule équipe reversée qui a perdu son premier match. Le Jadran avait ouvert le score en supériorité numérique, mais le Pana, soutenu par ses fans, on sait qu'en Grèce c'est très très chaud, avec les supporters passionnés, a rapidement réagi par Dusan Banisevic et a réussi à prendre l'avantage à la fin du premier quart-temps, 3-2.
Rappelons que l'équipe de Jadran, c'est l'équipe aussi de Lazar Andrich, donc l'ancien pensionnaire du club de Montpellier, qui a su se mettre en avant, notamment en arrêtant le penalty de Giovetis pour maintenir son équipe à portée. Mais voilà, victoire finale des Grecs dans ce match. Et peut-être faut pas, même si rien n'est joué, puisqu'il y aura le match retour au Monténégro, avantage pour les Grecs. Ouais, Christophe, écoute, victoire par la plus petite des marges, mais victoire quand même du Panathinaikos. Est-ce que ça sera suffisant avant le retour à Jadran Erceg-Novi? On verra. Je rappelle que Marseille, quand ils ont gagné l'Eurocup, ils avaient fait ça. Ils avaient gagné d'un but chez eux à Marseille avant d'aller chercher un nul là-bas, un nul héroïque au Monténégro. Donc, est-ce que le Pana sera capable de faire la même chose? Je ne sais pas. Mais écoute, il faut s'imposer toujours à la maison, même si c'est un but. Et le Panathinaikos, remplit son contrat sur cette première rencontre en espérant pour eux que ça passe. Et puis Jadran a limité la casse, donc tout est ouvert dans ce match-là avec un petit ballottage quand même favorable pour moi pour Jadran Erceg-Novi. Oui, une équipe solide quand même, Jadran Erceg-Novi, entraînée par l'ancien entraîneur de l'équipe nationale, Gojkovic, où il y a son fils qui joue aussi, Strajina, qui avait été élu, rappelons, MVP quand le Monténégro a été champion en U20. Donc, belle équipe quand même de Jadran, et effectivement, je te rejoins, peut-être à avantage, puisqu'ils n'ont perdu que d'un but pour Jadran, pour le match retour à domicile. Deuxième match de cette soirée, donc Oradea Terrassa, donc Oradea, équipe de Roumanie, qui s'impose donc contre les Espagnols 14-13, et rappelons que Oradea est l'équipe entraînée par Petar Kozačević, et donc qui a réussi à s'imposer d'un but. Ouais, écoute, même cas de figure, hein, Christophe, victoire à la maison, un but. Avant de se déplacer en Catalogne, les données sont les mêmes que pour le match dont on vient de parler. Petite perf quand même d'Oradea, parce que c'était pas gagné quand même de un Roumain contre un club espagnol. C'était pas évident, mais Oradea s'en sort et devra aller et tenter de garder cet avantage minime à l'extérieur en ramenant. Les données sont claires, hein, soit une victoire, soit un nul ou une défaite d'un but et une victoire au penalty. Donc avantage minime, ballottage également favorable pour moi pour le club qui reçoit pour Terrassa. Oradea qui menait en fin de match 14-11 et Terrassa qui a réussi à confirmer ses deux derniers zones plus et du coup qui finit à -1, donc 14-13, fin de ce match. Troisième match, alors là un résultat un peu surprenant par le score. Sabadell qui recevait Sabac, donc les Espagnols contre les Serbes, et victoire très nette de Sabadell 11-3. Ouais, là, on va pas dévoiler trop de secrets, mais je vois pas trop comment il pourrait y avoir un retournement de situation en Serbie. 11-3, c'est le 3, moi, qui m'impressionne quand même, parce que avec cette règle maintenant où il y a des exclusions à tout va, prendre que 3 buts en 32 minutes, c'est soit une énorme performance défensive, soit une impuissance offensive, ou les deux. Mais en tout cas, Sabadell reste dans la même veine de l'équipe que l'on a laissée victorieuse de Marseille, et puis est en phase quand même ascendante, hein, puisque il faudra compter avec eux pour la victoire finale, à mon avis, dans cette compétition. Mais 11-3, score sans appel qui, à mon avis, verrouille sans trop de risques la qualification pour le prochain tour. Oui, Sabadell qui avait donné tout de suite le temps en inscrivant 4-0 au début et privant Sabac de tout but. Plus de 10 minutes au début sans marquer de but, grâce notamment aussi à un bon Loriot, hein, rappelons que c'est le deuxième gardien de l'équipe espagnole. Et ensuite, ils ont reproduit aussi cette série, empêchant les Serbes de marquer encore pendant 11 minutes. Bon, on le voit, 3 buts inscrits uniquement dans ce match. Bon, Sabac, c'est pas des peintres, hein, mais ils en marquent 3 contre Sabadell, donc ça montre aussi la solidité défensive de cette équipe. Quatrième match, Vasas Plaquette, donc duel hongrois contre BVSC, victoire de Vasas 11-8, qui a repris sa revanche puisque 3 jours avant, il s'était affronté en championnat et c'était le BVSC qui s'était imposé. Cette fois-ci, Vasas, donc reversé aussi de la Champions League, a réussi à s'imposer dans ce duel hongrois. Ouais, le Vasas, on le rappelle, qui était tombé dans la poule très compliquée avec Olympiakos, Radniki et le Mladost, qui était sorti de cette poule avec 0 points. Donc,
en grande difficulté, mais l'adversité était quand même, ceci explique cela, hein, les adversaires étaient de très grande qualité. Là, maintenant, ils sont reversés. Duel magyar entre les deux clubs de Budapest. Et puis, écoute, 3 buts, c'est toujours ça, hein, avant d'aller à l'extérieur. Même si l'extérieur, ça reste la même ville, ça reste l'extérieur aussi. 3 buts, c'est pas mal, mais ça va tellement vite dans le water-polo maintenant que ça peut ne pas suffire. En tout cas, ils prennent une option quand même sur la qualif, mais à suivre pour le retour dans ce duel hongro-hongrois. Ouais, Djurdjic, le joueur de Vajach, était assez décisif dans ce match puisqu'il a inscrit, je crois, 5 buts, qui a permis à son équipe, eux aussi, de s'imposer. Ancien joueur du Cercle des Nageurs de Marseille. Ouais, c'est ce qui me semblait, mais merci de compléter cette information. Autre match, Szolnok, les Hongrois qui recevaient les Croates reversés du Jadran Split qui n'avaient pas gagné un seul match en Champions League. Victoire précieuse à l'extérieur, 15-10. Ouais, là, on voit l'écart qu'il y a quand même contre une équipe de Champions League, contre une équipe d'Eurocup. Alors, je dis pas que la qualif est en poche, mais quand même, quand tu gagnes de 5 buts à l'extérieur, ça te laisse quand même un avantage certain. Est-ce qu'il sera décisif? Je sais pas, mais quand même, c'est assez rare d'aller. Je vois mal Szolnok aller s'imposer de 6 buts en Croatie. Donc, Jadran Split, hein, cette fameuse équipe avec Bijac, avec Fatovic, etc. Bah, écoute, qui prend une sérieuse option et que je vois bien évidemment passer et se qualifier pour les quarts de finale. Ouais, pourtant, les Hongrois avaient tenu tête jusqu'à la mi-temps, hein, 5-5 à la mi-temps, mais les Croates, par leur expérience, parce que c'est pas le Szolnok qui avait été champion il y a quelques années, hein, que l'expérience, tu l'as dit, avec les joueurs que tu as cités, on peut rajouter Butic dans cette équipe et aussi Kragic, qui ont permis à Jadran de creuser l'écart et de s'imposer de 5 buts à l'extérieur. Donc, gros avantage pour eux puisqu'ils recevront le match retour. Autre match, Barcelona-Radniki, même score, les Espagnols contre les Serbes. Donc Radniki qui s'impose à l'extérieur de 5 buts dans un match où donc j'ai pu regarder ce match. Au départ, j'ai trouvé que Radniki avait bien démarré son match puisqu'il s'impose 4-1 lors de la première période. On sentait la domination serbe. Et puis deuxième période, un peu comme si, je sais pas, ils avaient joué tranquille, un drôle de match à regarder, un rythme assez étrange, pas beaucoup de rythme d'ailleurs. Et Barcelone qui a réussi à revenir plusieurs fois dans ce match, donc ce qui a rendu le match plus intéressant avant que les Serbes n'accélèrent dans la dernière période. Et à noter dans ce match que il manquait quand même Perlainovic et Pietlovic. Voilà, je trouve que une certaine suffisance, j'ai trouvé des Serbes dans ce match et au final ils arrivent à s'imposer. Donc aussi rappelons Radniki, aussi équipe reversée qui n'était pas passée lors de la dernière journée à Olympiakos et là qui s'impose finalement facilement malgré un match compliqué, on va dire, pendant 3 périodes. Ouais, là on parle d'une équipe qui est sortie de la Champions League, mais j'allais dire d'un cheveu, hein, puisque ils sortent malgré eux grâce à la victoire du Mladost sur Olympiakos à la dernière seconde sur un penalty. Sinon, c'est eux qui passent sur le tour d'après. Et je pense que sur le tour d'après, ils auraient été capables d'embêter pas mal d'équipes. Donc, je les voyais évidemment favoris de ce match-là. De là à mettre 5 buts à Barcelone à l'extérieur, je voyais pas ça non plus. Bon, Pietovic, pas là. Écoute, ça, c'est Pietovic, il a 41 ans maintenant. Il a une moins grande influence sur le jeu quand même que Perlainovic. Perlainovic, c'est le vrai meneur de jeu, buteur de cette équipe-là. Donc, quand même, 5 buts à l'extérieur sans ces deux joueurs-là, c'est une sacrée perf et Radniki sera au rendez-vous des quarts de finale aussi. Ouais, et dans ce match-là, on était quand même à 14-9 à 5 secondes de la fin du match. Et on a eu en 5 secondes 2 buts presque un peu incroyables. Donc, d'abord, un but de Barcelone en 4 secondes, puisqu'il reste 1 seconde 8 même avant le dernier but. 2 passes et but pour Barcelone. Et donc, il restait 1 seconde 8 pour Radniki. Engagement et tir du milieu de terrain qui finit au fond des filets. Donc, du coup, le score est finalement de 15-10. Ces 2 derniers buts ne changent pas l'écart. Mais en tout cas, c'est pas souvent dans ce type de match d'avoir des buts comme ça en fin de match. Donc, c'était assez surprenant. Avant de donner donc le dernier match qui s'est déroulé, il y avait un match prévu donc qui était Kotor contre Jug, donc Monténégro contre Croatie et donc ce match a été décalé et reprogrammé
mercredi 4 mars, et à cause d'une discussion autour de la piscine du Monténégro, parce que Hugh était pas trop d'accord sur la piscine. Bon, ça a été discuté, et finalement, donc, le match a été reprogrammé. Dernier match de cette belle soirée, donc Savone-Marseille. Est-ce que Marseille allait être en mesure de réagir après son élimination catastrophique, on va dire un peu comme ça, de la Champions League, et Marseille qui a réussi à s'imposer à l'extérieur 12-11 dans un match, je veux dire aussi entre parenthèses, sale parce que il y a eu 47 fautes dans ce match, quasiment un record, avec 5 joueurs côté marseillais qui n'ont pas fini le match avec 3 fautes, et 3 joueurs côté italien. Donc j'ai regardé le match, j'ai pas aimé ce match parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de, on le sait un peu, un match truqué. On va dire, les Italiens ont beaucoup joué sur du trucage, avec un arbitrage qui a été débordé, qui a été dépassé dans ce match. Voilà, et du coup, Marseille a réussi à s'extraire de ce piège italien, notamment grâce à Hugo Crouzilla, qui marque 5 buts dans ce match, donc qui en 2 matchs en a mis 10, ce qui n'est pas rien, et Marseille, qui réussit à se sortir de ce pas. Marseille, comme tu l'as dit, reversé en Eurocup suite à l'élimination en Champions League. Savone, c'est pas forcément la meilleure destination pour se refaire la cerise, même si il n'y a pas beaucoup d'endroits là où ça allait être favorable. Alors Savone, juste une petite présentation, c'est un club qui a été très très fort dans les années 90-2000, qui a été 3 fois champion d'Italie, qui a gagné 3 fois la Coupe d'Italie, et qui a enfin gagné 3 fois ce qu'on appelait alors le LEN Trophy, et puis qui est devenu l'Eurocup. Donc c'est un club qui a gagné 3 Coupes d'Europe, la Coupe d'Europe qu'ils sont en train de jouer là, qui est entraîné par Angelini, qui est un entraîneur, un ancien joueur historique quand même de l'équipe d'Italie, qui a fait 4 fois les Jeux Olympiques avec l'Italie, qui a gagné la Ligue des Champions plein de fois avec Recco. Une équipe toujours difficile à manier dans son bassin. Et puis, Marseille convalescent, on savait pas trop à quoi s'en tenir. Alors, Savone, très honnêtement. Mom, I saw Dylan's dad make dinner. Like, actually cook, and it was straight fire. He said it was Blue Apron Assemble and Bake. All the ingredients showed up pre-chopped, and he just laid it out on a baking sheet, and no cap. Dinner was on the table in like 25 minutes. Apparently, it's chef design, and it has like over 40 grams of protein. That's a lot, right? So maybe we try it. Just saying. You can be the next Dylan's dad. Blue Apron. Get $50 off your first 2 orders plus free shipping with code STIR50. Terms and conditions apply. Visit blueapron.com/terms for more. We all prefer things a certain way, like groceries. If you want groceries just how you like them, you gotta try Instacart. They have a new preference picker that lets you pick how ripe or unripe you want your bananas. Shoppers can see your preferences upfront, helping guide their choices. Because when it comes to groceries, the details matter. Instacart. Get groceries just how you like. On m'en voudra pas de dire ça, mais c'est pas le Savone d'avant. Il repose quand même sur 2 joueurs, principalement Filioli et Rizzo, qui ont chacun 42 ans. Donc, à 42 quand même si maintenant tu joues en bassin de 25 mètres et que justement ce bassin de 25 mètres peut te permettre un allongement des durées de carrière. 42 à ce niveau-là, faut quand même les atteindre. Et puis, oui, je suis d'accord avec toi. Les Italiens ont cette faculté, surtout quand ils sont un peu dépassés, de truquer, d'exagérer, de simuler, etc. La problématique, c'est que tu peux pas les empêcher de faire ça. La problématique, c'est que ça doit pas marcher auprès du corps arbitral, et que ça marche, même si les arbitres le savent. Écoute, ils se laissent prendre à des simulations des fois grotesques. Plus c'est gros, plus ça marche. Et puis on se retrouve avec un match, je sais pas si on n'est pas arrivé au bout d'un moment à la négation du water-polo, parce que 47 fautes graves, ça devient n'importe quoi. En 32 minutes, on va faire un peu des maths, ça fait 1 faute grave et demie par minute. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune attaque qui se termine sans exclusion. Il y a eu à un moment donné 3 exclusions contre Marseille en 30 secondes. Est-ce que c'est ça que veulent les instances ? J'avais dit en rigolant que bientôt on aura un water-polo où tu n'attaqueras pas à égalité, mais tu attaqueras un de plus automatiquement, puisque de toute façon, les attaques se terminent toujours par une exclusion. Mais là, on y arrive, quoi. 47 fautes graves, c'est l'équivalent de 16 joueurs à 3 fautes. Et comme tu l'as dit, on va rentrer dans le détail du match après,
mais Marseille a dû finir le match quand même décimé, sans Drazovic, sans Marion Vernou, sans Bodegas, sans Van Perperstraat et sans Calogero-Poulos. Il était temps que ça se termine parce que ils avaient également 2 autres joueurs à 2 fautes, Laroumbe et Nagy, et Alexandre Boué aussi, pardon. En face, ils ont 3 joueurs à 3 fautes. Évidemment, alors dans les 47 fautes sont bien réparties. Ça, c'est là que les arbitres sont assez forts, hein, puisqu'il n'y a pas de désavantage. Il y a 24-23. Mais est-ce que c'est devenu ça, le water-polo, nous qui avons connu un water-polo où, là, si tu veux, le 47 fautes, ça t'indique quand même que c'est plus possible de défendre. C'est plus possible de défendre à égalité dans la tête des arbitres. Chaque possession de balle en attaque donne droit à une exclusion, méritée, pas méritée, bataillée, pas bataillée, et c'est devenu. J'aime pas j'adore ce sport évidemment, mais j'aime pas ce water polo là, ce water polo qui est devenu c'est cette espèce de course à l'exclusion. Et donc, écoute, maintenant pour revenir dans le match, Marseille a failli trébucher parce que ça a été un match au couteau tout le long, et puis il a fallu un arrêt important. On l'a critiqué, et on va, quand il réalise des bonnes prestations, l'arrêt du penalty de Tesanovic à 10-10 est fondamental parce que derrière, Gadamassi, qu'on avait aussi critiqué, permet à Marseille de prendre l'avantage. Et puis voilà, ça a été un chassé-croisé tout le long, hein, avec quasiment 2 buts d'écart, mais pas plus. Et puis ce penalty arrêté de Tesanovic, couplé au but du 11-10 de Gadamassi, a fait beaucoup de bien à l'équipe marseillaise. Et puis, comme tu l'as dit, écoute, Hugo, qui avait demandé du temps en équipe nationale pour se ressourcer, il s'est ressourcé, hein, ça redevient le jeune Hugo qu'on a connu, et qui met 5 buts encore sur ce match-là dans un match décisif. Donc, petite victoire d'un but qui n'offre pas de garantie pour le retour, parce qu'un but, c'est l'écart minimum, mais c'est une victoire à l'extérieur. C'est jamais facile de gagner à l'extérieur, a fortiori en Italie. Donc Marseille devra clôturer tout ça à la maison pour se rassurer si besoin en était, mais victoire précieuse dans un contexte un peu détestable, je l'ai déjà dit, et Marseille avait tout pour trébucher, ne trébuche pas, il faut saluer ça, au moins ce sursaut-là. Match extrêmement tendu, hein, du début à la fin. Marseille qui avait pris le match par le bon bout, parce que effectivement c'est Hugo qui ouvre le score, c'est lui qui clôture le score aussi et qui donne cette victoire finale à Marseille, donc très très important. C'est le dernier but, Christophe, qui est pas facile du tout à mettre, hein. Il y a un petit trou. Ouais. Hugo, on connaît sa précision et sa vitesse de bras au shoot, mais il est pas évident à mettre, et il le met parfaitement. Et on soulignait quand même que Marseille finit, même en menant 12-11, réussit quand même à avoir 2 exclusions à la fin, et préserve sa cage inviolée pour garder ce résultat. Marseille qui effectivement, je l'ai dit aussi, hein, n'est pas tombé dans ce piège, qui avait bien attaqué, puisque en fait ils ont mené tout le match, sauf un moment où effectivement Savone prend l'avantage à 19, ce fameux 10e but. Pour Savone, ça a duré que 24 secondes, puisque Nagy égalise tout de suite sur un beau tir puissant depuis la gauche, lors d'une supériorité numérique, et Gadamassi qui après redonnera l'avantage 1 minute plus tard à Marseille. Donc effectivement, on les avait bien critiqués. Même je dirais que globalement, hein, que ça soit Nagy, même Spajic en pointe, a quand même fait du boulot. Il a provoqué pas mal d'exclusions. Il a été plus tranchant que ce que ses dernières sorties, à essayer de chercher la position, etc., à se batailler vraiment à la pointe. C'était plus intéressant, voilà, que ces dernières sorties, et je pense que Marseille jouait quand même, allez, je vais oser le dire, mais peut-être un peu la peur au ventre, parce que les dernières sorties avaient été compliquées dans ces duels européens. Je pense que là, ils se sont rassurés, puisque on le verra après avec la victoire contre 7. On retrouve un peu le Marseille, un peu plus du début de saison, mais qui reste un Marseille convalescent, et qui a encore besoin de se rassurer, et qu'il faudra s'appuyer aussi peut-être sur d'autres joueurs, parce que c'est vrai que les artilleurs qu'on peut voir d'habitude aussi, hein, que ça soit, je dis pas qu'ils ont pas fait beaucoup de boulot, mais Thomas Vernou a été un peu moins en vue, Alexandre Boué aussi. Bon, après il fallait être présent quand même, parce qu'il y avait beaucoup de petits détails défensifs notamment à régler, et du coup beaucoup d'énergie lâchée dans ce match, hein, par les 2 équipes. Et puis heureusement, on va dire, Marseille a réussi à s'imposer, donc petit avantage pour ce match retour. J'espère que ça sera pas le même scénario que contre Barceloneta, où ils avaient réussi à s'imposer à l'extérieur d'un but, mais à domicile ils s'étaient inclinés.
Ouais, Christophe, tu vois, quand tu regardes un petit peu la feuille, Marseille qui a d'abord perdu Romain Marion vers nous à 2-20 de la fin de la troisième période. Juste après, 1 minute après, tu perds Pierre-Frédéric Van Peperstraat qui prend aussi sa troisième faute. Donc début de quatrième, tu es à 9-9, tu as déjà 2 joueurs en moins. Ensuite, tu perds Michael Bodegas assez rapidement, 1 minute après le début de la quatrième, donc troisième joueur en moins. Et puis bon, après, il y a une espèce d'accalmie, j'allais dire, et tu finis par perdre Drazovic à 1:30 de la fin et Kalogiropoulos à 24 secondes. Tu vois, il avait été question à un moment donné de réduire les équipes de water-polo, notamment Jeux Olympiques, à 11 joueurs. Mais tu peux pas avoir des équipes à 11 joueurs avec des matchs à 47 fautes graves. Ça va se terminer à 5 contre 4 et ça devient, je trouve, un peu ridicule. Quentin Chipotel après un rouge et puis Milos Sepanovic après un jaune, parce qu'à un moment donné, il y a des décisions qui s'expliquent pas. Et il y a eu 3 exclusions. Les Marseillais ont eu 3 exclusions contre eux en l'espace de 30 secondes. Ça aussi, on doit pas être très loin du record quand même. Il y a des doubles exclusions, mais des triples exclusions comme ça n'a ni queue ni tête pour moi, surtout que c'est pas forcément justifié. Et puis Marseille, écoute, quand tu es au Final Four l'année d'avant et que tu joues l'Eurocup l'année d'après, c'est pour la gagner. Hein. Donc, je pense que les ambitions marseillaises, évidemment, sont hautes dans cette compétition. Donc, il faudra... c'est qu'un 8e de finale, mais c'est un 8e de finale piégeux quand même contre une équipe rugueuse. Il faudra finir le boulot, confirmer le boulot à la maison. J'ai confiance en eux. On verra un petit peu comment ça se passe dans une piscine. Les Catalans devront être... piscine des Catalans devrait être bien pleine comme c'est l'habitude et soutenir son équipe. Je pense qu'il faut pas grand-chose à Marseille pour se relancer et il leur manque un match référence, un truc où tu te dis voilà, là c'est notre valeur, c'est celle-là et je pense que Marseille a besoin d'un petit boost de confiance et je pense que ça va le faire au retour, mais ça sera pas facile non plus. Non, ça sera pas facile du tout. Donc voilà, si vous êtes pas loin des Catalans, donc match samedi 7 mars à la piscine des Catalans pour soutenir Marseille pour passer en quart de finale, vaincre l'équipe de Savone dans ce deuxième match retour et continuer cette aventure européenne avec de beaux candidats dans cette compétition aussi. Donc difficile de pronostiquer qui véritablement ira jusqu'au bout. Moi, j'ai noté dans tous ces résultats que en fait, il y a eu finalement si on prend chaque match, pas tant de buts que ça en fait. On voit plus des 25, tout ça. Enfin, même en Champions League. Hein. Bon là, les équipes sont serrées. On est sur des 8e de finale, mais on sent que voilà, les équipes se resserrent, les défenses se resserrent et voilà, ceux qui ont marqué le plus, le plus gros score, c'est 15. Hein. Donc c'est pas forcément par rapport à ce qu'on était habitué à voir ces derniers temps sur les résultats avec le petit bassin pour accélérer tout ça. Là, on sent que c'est plus tendu, quoi. Donc, il faut aller chercher les buts, c'est compliqué. Les défenses sont très agressives. Il y a beaucoup d'exclusions, surtout dans ce match-là. Après, on est sur une vingtaine à peu près de moyenne d'exclusions. J'ai regardé un peu là sur les autres matchs, donc ce qui est un peu plus standard. Là, c'est plus de deux fois les exclusions des autres matchs. C'est des matchs à élimination directe. Donc là, t'as plus de filet pour pouvoir te refaire. C'est pas un mini-championnat à 4 équipes où tu as 6 matchs où tu peux te rattraper. Là, si tu fais un -5 à la maison, tu passes à la trappe. Et donc, effectivement, ça resserre. Et le meilleur moyen de resserrer le score, c'est de défendre. Donc, oui, c'est assez logique dans cette formule-là. On n'est plus dans un water-polo champagne. Là, on est dans un truc un peu plus calculateur quand même pour pouvoir passer le tour d'après. Ouais. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette Eurocup masculine. On va donner deux petits résultats donc de l'Eurocup féminine. On avait 2 clubs français qui étaient engagés. Donc on avait Lille qui se déplaçait au Polar Beer. Polar Beer qui n'ont pas tremblé, donc après avoir frôlé la qualification lors de la journée précédente, l'équipe néerlandaise a validé son ticket pour les quarts de finale. Là, on est aussi donc côté quart de finale pour cette compétition, donc en infligeant une correction malheureusement aux Lilloises, 17-4. Et dès l'entame du match, les autres ont étouffé les Françaises avec une série dévastatrice de 10 buts consécutifs. Et malgré un sursaut honorifique de Lana Di Fraja en fin de 3e période, la domination batave est restée totale dans ce match. Portée par une force collective impressionnante, 10 buteuses différentes, les Polar Bears confirment leur montée en puissance
précipite Lille vers une 4e défaite de rang dans cette compétition et une fin de saison européenne. On connaît l'écart, les Hollandaises sont championnes d'Europe en titre. Elles ont gagné le championnat d'Europe cette année à Funchal. Historiquement, ça a toujours été une très forte nation du water-polo mondial. Puis, oui, l'écart qu'il y a en club entre ces équipes-là et nos représentantes à nous est très large. Donc, cette défaite est à peu près la même défaite que ce que Lille a enregistré déjà dans cette poule. Donc, écoute, il n'y a pas de réelle surprise, malheureusement. Ouais. Donc, ce qui nous donne un classement final dans ce groupe A, c'est Ethnikos 12 points, donc qui finit invaincu. Deuxième, Polarbir 6 points, Lille 0 points. En 3e position, donc Polarbir qui a remporté ses 2 matchs contre Lille et uniquement ces 2 matchs. Dans le groupe C, on avait Nancy qui recevait l'Antenore Plebiscito Padova, donc l'équipe italienne, et Pardoux qui confirme donc son rang et Nancy qui s'incline logiquement avec une supériorité face à Nancy, avec une victoire fleuve 23-6. Après un succès de 13 buts à l'aller, les tenantes du titre 2024 ont accentué l'écart au retour avec un plus 17 et aussi porté par une belle force offensive malgré un effectif de Nancy réduit à 9 joueuses uniquement. Elles ont résisté durant le premier quart-temps en ne perdant que 4-3 et ensuite elles ont encaissé un 7-0 en deuxième période, assez rédhibitoire dans ce match. Et donc si cette démonstration de force place les Italiennes comme l'épouvantail un petit peu du tirage au sort des quarts de finale, elle ne suffit pas à détrôner les Espagnols du Barceloneta qui sont en tête de ce groupe à la différence de but. Donc qui profite aux Espagnols qui, Padoue, devait s'imposer de 34 buts pour pouvoir récupérer cette première place. Et donc ce qui nous donne un classement donc de Barceloneta avec 9 points, deuxième Padoue avec 9 points et troisième Grand Nancy avec 0 points. Ouais, Christophe, même constat que pour le match précédent, le match de Lille. L'écart est là. Donc, c'est la différence qui existe entre ces grands pays du water-polo féminin que sont les Pays-Bas, la Hongrie, l'Italie, l'Espagne, la Grèce. On l'avait dit au championnat d'Europe qu'il y avait un monde entre les 5 premières équipes du championnat d'Europe et le reste du plateau. Évidemment, ça se vérifie également au club. Donc, pas de surprise non plus à ce niveau-là. Et écoute, j'espère que les joueuses arrivent à grandir. Des fois, quand il y a des défaites trop larges, tu es plus dans le découragement que dans l'apprentissage. Souhaitons-leur bon courage et puis qu'elles se remettent à travailler pour réduire l'écart petit à petit. Ouais, espérons que ces joutes européennes auront permis d'accueillir de l'expérience pour revenir plus fortes l'année prochaine et essayer d'obtenir de meilleurs résultats. On ferme cette page européenne pour basculer du coup du côté du championnat élite masculin où on avait 4 matchs qui étaient programmés sur cette journée, donc une journée complète. Et je l'évoquais tout à l'heure, donc premier match Marseille qui accueillait 7, donc les deux équipes qui sortaient leur dernier match avaient des matchs européens, rappelons que 7 étaient en Conference Cup, et victoire aisée des Marseillais 21-5 après avoir mené 12-1 à la mi-temps. Ouais, 12-1 et 10-0 même. Alors bizarrement, pendant cette période de 0-0 à 10-0, 7 a réussi quand même à produire du jeu parce qu'ils ont glané 7 exclusions. Et puis, ils en ont mis aucune sur les 7. Et de l'autre côté, c'est souvent comme ça. Ce que tu ne mets pas, l'autre, il le met. Et Marseille a déroulé. Ça fait un peu tâche, je trouve, quand même, un premier contre un quatrième où c'est pas des scores de... Je veux pas dire que c'est pas des scores de haut niveau, mais c'est énorme quand même, quoi. 10-0, 12-1, pardon. Tu montes même à 16-1. Ouais, c'est difficile à commenter. Voilà, premier, quatrième, donc une équipe susceptible de faire les playoffs quand même, où il y a 16-1. Alors la dernière période se termine à 5-3, donc ça atténue un tout petit peu la note
Mais ouais, ça fait l'écart, et l'écart est très très lourd en défaveur des Héraultais. Alors, à noter dans ce match côté marseillais, un effectif remanié suite au match à Savone. Et on retrouve Audouin de Revier qui refait son apparition donc dans l'effectif marseillais, ainsi que Victor Tavel et Dario Danowski. Donc, pas de Loris Canovas dans cet effectif, notamment, puisqu'il n'avait pas participé au match à Savone. Et on peut noter, peut-être, j'espère de façon durable pour lui, le retour d'Arshak Hovhannissian. Donc, il a participé au match à Savone, et là, il était dans l'effectif et il a joué dans ce match, voilà, sans trop d'importance, mais voilà, il fallait quand même se remettre dans l'eau pour affronter les Sétois. Non, mais Christophe, t'as l'intégration de jeunes parce qu'il faut que t'enlèves 3 étrangers. Hein. On rappelle qu'il n'y a pas de limitation d'étrangers en Coupe d'Europe, donc tu peux en mettre 14 si tu veux. Marseille en a 8. Mais en championnat, tu peux en mettre que 5. Donc, fatalement, tu es obligé d'aller chercher 2 ou 3 Français de plus. Donc là, ça a permis à Audouin de Revier, le petit Dario Danowski qui a marqué d'ailleurs, et à Victor Tavel d'intégrer un petit peu l'équipe. Mais c'est plus un choix forcé qu'un choix, j'allais dire, voulu. Canovas, je ne sais pas ce qu'il a, s'il est blessé, s'il est hors de forme, s'il a un souci, mais effectivement, il n'était pas dans l'équipe. Ce qui permet aux jeunes, au moins, d'intégrer un petit peu et d'avoir quelques minutes de temps de jeu à jouer et de faire du mieux possible dans un match extrêmement facile quand même, rendu facile par l'éclat énorme au score qui a été réalisé dès le début. Ouais, complètement. Deuxième match de cette soirée, donc duel plutôt de fin de classement, donc Douai qui se déplaçait à Nice. We need to keep kids safe online, but some special interests are sending policymakers in the wrong direction, pushing the so-called App Store Accountability Act, demanding government ID from all users just to download an app, replacing parents' judgment with government mandates. It doesn't even stand up in court. A better bipartisan bill, the Parents Over Platforms Act, would put parents in the driver's seat, empowering parents and businesses to keep kids safe without drowning all of us in red tape. Tell Congress to get it done right and put parents over platforms. Paid for by ACT, the App Association. Et je dirais aussi à l'expérience, puisque Nice était déjà en élite la saison passée. Douai est monté. Victoire étriquée, mais victoire quand même 13-10 des joueurs niçois. Oui, Christophe, écoute, des Niçois qui devaient évidemment rester maîtres à domicile face à un promu. On sait, et on le verra après, que c'est un petit peu la foire d'empoigne pour la 4e place, entre 7 Montpellier, Nice et Taverny. Aix est bien trop loin, et puis Douai et Bordeaux sont également trop loin derrière. Et donc, ça passait par une victoire obligatoire des Niçois à la maison. Nice nous a habitués à faire des résultats assez intéressants, même s'ils se soldent par des défaites la plupart du temps, mais intéressant contre les équipes supposées être un petit peu meilleures ou à la lutte, c'est-à-dire qu'ils serrent les scores. Et puis là, écoute, ils ont très très mal commencé le match, puisqu'ils sont menés 4-1 assez rapidement quand même. Skander Boidi arrive à réduire un peu la marque avant la fin de la première période, mais très mauvais début des Niçois qui finalement vont réussir à repartir de l'avant, mais qui ont eu du mal quand même à se défaire. Ils prennent l'avantage pour la première fois par Balache en tout début de 3e période. Il y a eu une très très bonne résistance des nordistes qui ont lâché au fur et à mesure. Il y a eu un premier écart à 9-7. À 9-6, 10-7 ensuite. Et puis, écoute, il y a eu une montée même à 12-8 à un moment donné sur le but de Kutovic. Et puis, là, quand même, 12-8 avec si peu de temps à jouer. La messe était dite, mais Douai a vendu chèrement sa peau, et je pense que c'est une équipe quand même en progression et qui perdre de 3 buts à Nice comme ça quand tu es promu à l'extérieur, c'est pas vilain. Et puis victoire précieuse avec, à noter quand même, un but du gardien Luca Kojmer qui inscrit le dernier but du match, le but du 13-10.
et donc qui conforte la victoire des siens. Oui, et les deux équipes qui ont pu compter aussi sur leurs hommes forts en ce moment. Ballas, notamment côté niçois avec 5 buts, et Michel côté douaisien, il marque 3 pénaltys quand même, mais qui finit avec 6 buts. Après, ça manque un peu, je trouve, de répartition des buteurs un peu dans chaque équipe pour peut-être prétendre à un peu plus de choses, même si effectivement c'est peut-être pas vilain de perdre à Nice 2-3 buts, mais ça reste quand même une nouvelle défaite pour Douai. Troisième match, Taverny qui recevait le Pays d'Aix Natation, victoire des Aixois 15-13, Aix qui n'est pas tombé dans le piège tabernacien. On sait que Taverny est difficile à manœuvrer chez elle, une équipe très agressive, et les hommes d'Alex Collin repartent avec les 3 points. Ouais, c'est toujours un déplacement pétrin quand même, le déplacement à Taverny. Alors pas pour Marseille ou peut-être pas pour Strasbourg, mais toutes les autres équipes, quand tu repars de Taverny avec 3 points, écoute, t'es content. Et ça sera le cas de Aix. Bon, Aix joue pas, risque pas grand-chose parce que il y a un écart qui est fait avec la 4e place et un écart également qui est fait avec la 2e place. Donc, ils sont accrochés à la 3e place et ils la garderont jusqu'à la fin de la phase régulière. Mais quand même, il fallait se sortir de ce déplacement-là. Et puis, ça a été fait, mais match galère, où ils ont quand même mené assez rapidement, bien, 3-1, 4-2, 5-2. Et puis, dans son style caractéristique, Taverny a rien lâché. Et puis, ça a été un chassé-croisé jusqu'à ce qu'à un moment donné, Aix prenne les choses en main, puisqu'il y avait 8-8. Et puis là, ils infligent un 4-0, donc tu passes de 8-8 à 12-8, 4-0 ponctué par Matteo Lena qui est revenu, qui n'était pas dans l'effectif la dernière journée. Aix privé de son Américain qui a été sanctionné suite aux échauffourées qu'il y a eu dans le match contre Montpellier à Aix. Et donc Matteo Lena qui scelle un petit peu le sort de ce match-là, puisque Aix commence la dernière période à +4, mais malgré tout, Taverny est revenu à 12-10. Et puis ça finit gentiment à 14-12, 15-13, avec, je ne veux pas dire que Aix a tremblé jusqu'au bout, mais bon, avec cette vitesse du petit bassin, ça peut très vite changer un match. Et donc quand tu es à +2, tu n'as aucune sécurité. Et puis écoute, Aix se contentera largement, je pense, de ce 15-13 et évite, comme tu l'as dit, le piège. Ouais, les deux équipes qui ont pu s'appuyer sur un trident offensif. Alors, côté aixois, on a Ogara, Drahe qui finissent avec 4 buts et bien épaulés par Mathias Bachelier avec 3 buts. Et côté tabernacien, Laurentos, Enzo Nardon et Denis Guérin avec respectivement 5, 3 et 2 buts qui ont permis donc à l'équipe de rester au contact, comme tu l'as dit. Et Laurentos, vraiment l'homme en forme qui fait partie du top 5 des buteurs qui en met 5 dans ce match-là. Donc, qui avait fait une petite pige d'1 an, il me semble, à Aix. Donc, Aix qui s'en sort bien. Ouais, Laurentos qui donne entièrement satisfaction, qui est un jeune joueur et sur lequel Samuel Nardon peut compter, puisqu'il enchaîne. C'est pas la première fois évidemment, il est dans les 5 meilleurs buteurs, donc c'est pas la première fois qu'il enchaîne les bonnes performances. Et puis Taverny, écoute, qui nourrira un peu des regrets peut-être parce que c'est des matchs. Je vais pas dire que c'est un match qu'ils avaient coché, mais alors j'aime pas trop le principe des défaites encourageantes, mais bon, tu fais -2 contre le 3e du championnat, c'est quand même pas mal. Et puis c'est une base de travail pour pouvoir t'appuyer dessus quand tu es coach. Et je suis sûr que Samuel Nardon retirera du positif de cette rencontre. Et dernier match, Montpellier qui accueillait Strasbourg. Donc, Strasbourg, un peu l'équipe en forme quand même de ces derniers temps. Et donc, victoire à l'extérieur de Strasbourg 18-15. Et un peu pareil, je dirais, comme Aix, qui n'est pas tombé dans le piège montpelliérain. On sait que Montpellier, qui peut jouer sous un faux rythme, arrive à tenir les équipes mieux classées qu'elle. Ça a été un peu le cas. On était quand même Montpellier qui avait bien attaqué le match en remportant cette première période 5-3 et on était quand même à 9-9 à la mi-temps. Ouais, écoute, alors c'est Strasbourg d'abord qui a bien commencé la rencontre, qui est bien rentré dans son match en menant rapidement 3-1, et puis qui est passé de 3-1 à sa faveur à 7-4 en sa défaveur, donc après un 6-1. Et puis, écoute, ça a été un chassé-croisé pendant toute la deuxième période, qui se termine à 9-9. Donc Montpellier, qui est une équipe, je ne vais pas dire illisible ou imprévisible, qui est vraiment capable du pire comme du meilleur, de serrer des scores ou de perdre à Bordeaux.
C'est difficile de se faire une idée de la réelle valeur de Montpellier. Et puis, écoute, ça a été serré, puisque Pálantán Irmes, le Hongrois, égalise à 13-13, début de quatrième. Donc là, tout peut arriver. Et puis, écoute, sur un petit sursaut à la fin, grâce notamment à Furman, et puis le doublé de Vitran qui sécurise la victoire alsacienne. Écoute, il y avait 16-14 à 1,47, et puis 17-15 à 52 secondes. Donc, il a fallu quand même attendre la dernière minute du match pour que les 3 points garantis tombent dans l'escarcelle de Strasbourg, qui a eu quand même du mal à batailler, peut-être plus que ce qu'il s'y attendait sur ce match-là. Montpellier qui a pu s'appuyer sur un Darko Stojanovic en pointe avec 3 buts et 3 buts en zone plus. Donc, il finit meilleur buteur de cette rencontre avec 6 buts. Et côté strasbourgeois, Steven Vitran qui s'est mis en lumière en inscrivant 5 buts, dont 3 en zone plus également. Ouais, écoute, victoire précieuse. Alors, c'est un peu le même cas que Aix. Strasbourg risque pas grand-chose. Ils vont très vraisemblablement finir deuxième de la phase régulière. Mais écoute, il y a finir deuxième avec... tu peux perdre contre Marseille et contre Aix pour eux, mais ils essayent quand même de faire carton plein sur tout le reste des journées. Mais là, match quand même très serré et très intéressant, avec... un Montpellier qui devra aussi s'appuyer sur ce match-là pour avoir un peu plus de certitude et se dire que quand tu fais comme ça, à 2 minutes de la fin, tu es à égalité avec Strasbourg, tu dois, même si les matchs ne se ressemblent pas, mais tu dois quand même faire mieux contre des équipes bien moins classées que Strasbourg. Donc, je fais confiance à Fabien Vasseur pour qu'il insuffle cela et cette dose de confiance nécessaire à ses joueurs. Oui, je te propose de faire un petit point classement parce que cette défaite à domicile de Montpellier combinée à la victoire à domicile de Nice amène un petit changement en milieu de tableau. Donc, ce qui nous donne premier Strasbourg avec 30 points et 11 matchs joués. Deuxième Marseille, 27 points, 9 matchs, donc 2 matchs de retard par rapport à Strasbourg. Troisième Pays d'Aix, 24 points, 10 matchs. Quatrième, 7, 14 points et 11 matchs. On voit l'écart donc de 10 points et un match en moins pour Aix qui sépare la troisième et la quatrième place. Cinquième, Nice, donc qui passe devant Montpellier avec 12 points et 10 matchs. Pareil pour Montpellier, 10 matchs, qui est donc sixième avec 11 points. Et à égalité avec Taverny, 7e, mais qui a un match de plus. 8e, Douai avec 6 points et 10 matchs. Et Bordeaux qui ferme toujours la marche, qui était exempt ce week-end avec 3 points et 10 matchs. Écoute, un resserrement au milieu du classement. On l'a dit, Marseille maintenant est loin devant. Strasbourg et Aix ne risquent grosso modo rien, à peu près rien pour leurs places respectives. Par contre, la 4e place éligible au play-off va être âprement disputée entre ce quatuor, donc Montpellier 7, Nice et Taverny. Le calendrier pour cette journée numéro 13 va nous offrir à nouveau une journée un peu saucissonnée. Donc, il y aura 2 matchs le 7 mars. Le match qui opposera donc 7 qui recevra Strasbourg. Strasbourg qui voudra faire la passe de 2 dans l'Hérault après avoir gagné à Montpellier. Et puis 7 qui voudra essayer de limiter la casse, voire prendre quelques points pour sécuriser ou consolider sa 4e place. Bordeaux qui recevra Nice. Nice devra faire très attention à ce déplacement à Bordeaux. Bordeaux, on l'a vu la dernière journée, mené encore de 2 buts, début de 4e à Douai, avant de s'effondrer 5-0 dans la dernière période. Donc Nice devra faire attention parce que Nice peut faire vraiment la bonne opération de cette journée. Si la logique venait à être respectée et que Strasbourg gagne à 7 et quand dans le même temps Nice gagne à Bordeaux, Nice passerait 7. Donc ce qui est quand même assez intéressant. Autre match, mais qui aura lieu le mardi 10 mars, parce que le samedi 7, Marseille recevra donc Savone dans ce fameux 8e de finale retour de l'Eurocup. Donc on aura mardi, petit déplacement, il y a 20 km, 25 km à faire. Aix accueillera Marseille. Et puis, alors journée décalée à nouveau, le vendredi 10 avril, cette fois-ci, là ça va nous emmener loin. Douai recevra Montpellier dans un match qui sera très très important pour les deux formations. Douai qui voudra rester maître chez lui contre une équipe, j'allais dire, prenable. Montpellier a perdu à Bordeaux, je le rappelle, donc Douai voudra faire la même chose que son copain promu. Et puis Montpellier qui vient de faire
un match très intéressant contre Strasbourg, devra aller prendre 3 points. Disons que Montpellier, s'ils perdent et à Bordeaux et à Douai, ça compromettra fortement leur classement final, évidemment. Donc Montpellier un peu dans l'obligation de l'emporter dans le Nord. Merci Frédéric pour ce point complet sur la prochaine journée. Et voilà qui nous amène à la fin de cet épisode. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Et on se donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt. À bientôt, merci. Discover a legacy of excellence in the heart of Washington, D.C. At the Catholic University of America, where more than 130 years of graduate education meet innovation and purpose. Choose from over 100 graduate programs, including business, engineering, nursing, and public policy, all led by world-class faculty. Gain the skills, connections, and confidence to lead in your field. It's time to elevate your future. Learn more at catholic.edu/graduate. We need to keep kids safe online, but some special interests are sending policymakers in the wrong direction, pushing the so-called App Store Accountability Act, demanding government ID from all users just to download an app, replacing parents' judgment with government mandates. It doesn't even stand up in court. A better bipartisan bill, the Parents Over Platforms Act, would put parents in the driver's seat, empowering parents and businesses to keep kids safe without drowning all of us in red tape. Tell Congress to get it done right and put parents over platforms. Paid for by ACT, the App Association. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez noter l'épisode, le partager et pour ne pas manquer les prochains, pensez à vous abonner. À très vite sur La Pointe.